Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, toujours dans le cours du système musculaire, on a déjà vu là comment le muscle intervient dans la réalisation du mouvement et on a dit que les muscles sont fixés sur les os par leurs tendons et qui exécutent des mouvements, donc des muscles soit fléchisseurs, soit extenseurs, et qui se caractérisent par trois principales propriétés qui sont l'excitabilité, la contractilité et l'élasticité limitée. Pour bien donc approfondir nos connaissances sur ces muscles et comprendre le fonctionnement, donc on va entamer toujours, on continue sur la structure du muscle squelettique. Comment ce muscle squelettique il est organisé. Donc on va commencer par la mise en évidence de la structure du muscle squelettique. Donc voyez-vous ici, donc un muscle, donc un morceau de viande comme vous voyez ici, on distingue donc le muscle squelettique composé d'un ventre, donc il y a le ventre ici, donc c'est le muscle, il y a un os et il y a des cloisons qui séparent entre les muscles. Donc, on va zoomer à l'intérieur de ce muscle. Comment s'organise le muscle? Voyez-vous, donc c'est le tendon par lequel se fixe. Ici, on a un faisceau musculaire. Au niveau du faisceau musculaire, on a un tissu conjonctif. Et au niveau, chaque faisceau, il est constitué d'un ensemble de fibres musculaires. Voyez-vous, un ensemble de fibres musculaires. Ça en coupe transversale. Voyez-vous, chers élèves, donc on a une membrane externe, ici on a des faisceaux de fibres musculaires et aussi il est traversé par ce tissu, il est traversé par un ensemble de vaisseaux sanguins et aussi traversé par des nerfs. Voyez-vous, il y a des cloisons conjonctives qui séparent entre les différents types de faisceaux. En détail, si on utilise des colorants, lors de la préparation microscopique et on veut étudier en détail l'ultrastructure, une structure détaillée au niveau du muscle, qu'est-ce que vous observez ici? Donc il y a un ensemble de fibrilles, et il y a aussi, on trouve des noyaux, ici on trouve un noyau. Donc c'est une structure qui est allongée, qui présente des striations. Donc, il y a des striations, il y a des noyaux. On peut dire que la fibre musculaire est l'unité structurale. Donc, ce sont ces éléments, l'ensemble de ces éléments qui constituent le muscle. C'est pour cela qu'on dit que l'unité structurale formant le muscle. Et aussi, on dit c'est la structure fonctionnelle. C'est-à-dire quoi? Donc, c'est le fonctionnement de cet élément qui confère le fonctionnement de tout le muscle. C'est-à-dire la contraction se fait au niveau de ces structures. Maintenant, on passe à la jonction neuromusculaire. Donc, si on observe au niveau de cette structure, au niveau des muscles, on voit qu'il y a des nerfs qui se terminent, qui sont rattachés au niveau sur ces fibrilles. Regardons, ici, il y a des boutons. Donc, cette relation entre les nerfs et le muscle, ce qu'on appelle des synapses. Donc, le point de contact entre le nerf moteur et les cellules du muscle, qui est un organe effecteur, est appelé jonction neuromusculaire. Donc, c'est le point de liaison. Cette jonction assure quoi? Rappelez-vous, on a vu déjà ça lorsqu'on a entamé le cours de système nerveux, que les nerfs transmettent des messages nerveux moteurs, l'exemple qui sont liés aux muscles, vers les muscles pour réaliser les mouvements. Donc, il y a un message, donc ces nerfs transmettent des messages qui finissent au niveau de cet organe et qui dictent à cet organe qui est le muscle pour se contracter. Donc, ce bouton, donc, il y a des molécules chimiques, ce sont des médiateurs connus, c'est une molécule qui s'appelle l'acétylcholine. Maintenant, on se pose la question, quels sont les besoins de ce muscle pour assurer cette contraction? Donc, rappelez-vous, on a vu qu'il y a des vaisseaux sanguins et il y a des nerfs qui innervent et qui transmettent les messages.
et les vaisseaux, bien évidemment, qui transportent les éléments nutritifs, à savoir le glucose, ce sont des substances organiques, et l'oxygène qui permet l'oxydation de cette molécule. Donc, regardons ici ces molécules-là. Donc, c'est on compare entre un muscle au repos et un muscle en activité. Quelles sont ces substances et les molécules chimiques qui changent, qui modifient, qui changent entre les deux cas? Donc, ici, le sang entrant et le sang sortant. Donc, symboliquement, on symbolise on donne donc pour représenter le sang entrant ici en rouge et aussi en bleu. Qu'est-ce que ça signifie? Rappelez-vous, on a vu ça déjà dans le cours de la circulation et aussi dans la respiration. Donc le sang qui est ici rouge, c'est un sang qui est oxygéné, il est riche en oxygène, mais une fois il entre dans le muscle, donc il subit des variations et puis il sort en coloration bleue, c'est-à-dire un sang qui est moins oxygéné. Qu'est-ce qu'il y a dans les modifications? Quantité pour 100 ml, pour le glucose, il y a 90 mg, l'oxygène 20 donc, millilitres et CO2 49 millilitres. Alors pour le sang sortant, les quantités pour 100 ml, donc le glucose 80 mg, l'oxygène 15 ml et le CO2 54 millilitres. Si on se demande de comparer entre les deux, qu'est-ce que vous observez? Bien évidemment, on observe qu'il y a le glucose qui diminue. Donc la quantité qui entre, ce n'est pas la même, qui sort, donc ici 90 mg, alors qu'ici 80 mg. La différence c'est de 10 mg, donc il est consommé par le muscle. L'oxygène, la quantité qui entre à l'intérieur, c'est de 20 ml, alors que l'oxygène qui sort, c'est de 15 ml. Le CO2, 49 ml, alors qu'ici 54, donc il y a une quantité qui a été rejetée, qui n'existe pas. Donc déjà dans ces 49, la différence c'est ml. Mais dans le cas lorsqu'il est en activité, donc la question c'était de comparer les quantités de glucose, d'oxygène, de CO2 dans le sang entrant et le sang sortant du muscle au repos et en activité. En activité, on a ici 90 mg, les mêmes quantités qu'en le cas au repos qui entrent, ce sont 90 mg, 20 ml pour l'oxygène, 49 ml pour le CO2. Alors la quantité sortante dans le glucose, c'est 50 mg, vis-à-vis ici 90 mg. La différence, c'est il est plus grande par rapport au cas où il est au repos. Donc ici, la différence est de 90 moins 50, c'est 40 mg consommés par le muscle vis-à-vis seulement 10 mg lorsqu'il est en repos. L'oxygène, ici on a 20 ml, alors que pour l'oxygène dans le cas du sang sortant, il est de 11 ml. La différence est de 9 millilitres. Ça veut dire donc qu'il y a davantage de consommation d'oxygène. Le CO2, 49 ml qui entre, alors que le qui sort, c'est 58 ml. La différence, c'est de 9 millilitres vis-à-vis seulement 6 millilitres. Et donc, on pose la question de déduire le besoin de l'activité musculaire. Voyez-vous, chers élèves, la différence dans l'état au repos, le muscle en activité utilise davantage, notez bien ça s'il vous plaît, donc il consomme davantage de glucose, consomme davantage d'oxygène et rejette davantage de CO2. Et donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? C'est que le muscle consomme beaucoup d'oxygène, donc il a besoin pour assurer son bon fonctionnement, donc pour assurer le bon fonctionnement alors de ses organes, de ses muscles, donc ils ont besoin de l'oxygène, du glucose. Donc ces deux éléments et par conséquent, donc ils rejettent le CO2. Et donc ici un schéma qui résume un peu, donc si on veut compléter le schéma, donc comme vous voyez ici, donc ici le sang entrant, le sang sortant. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc une fois donc le sang lorsqu'il entre, donc il y a libération, passage du nutriment du sang vers le muscle et aussi passage de l'oxygène vers le muscle. Et donc il y a la réalisation, donc le déroulement des réactions chimiques, donc qui utilisent la matière organique, le glucose, plus l'oxygène et qui donne par la suite, qu'est-ce qu'il donne ici? On a l'énergie.
Mais notez bien deux types d'énergie, on a déjà signalé ça. Vous l'avez déjà vu dans le cours de fonction de nutrition. L'énergie utilisable pour le fonctionnement des organes, donc qui assure le fonctionnement de cet organe, mais il y a une énergie, une forme d'énergie qui est perdue par le muscle. C'est une énergie transférée sous forme de chaleur. Donc voyez-vous bien l'utilisation de ces molécules et en dehors, c'est le sang qui sort. Donc le muscle utilise les deux éléments qui sont le nutriment comme le glucose et l'oxygène et par conséquent, donc il dégage le dioxyde de carbone qui est une forme de déchet qui est rejeté et qui passe dans la circulation sanguine, dans le sang au niveau de ce capillaire et puis sort. Maintenant, donc, comme bilan, un muscle squelettique est constitué de fibres musculaires entourées par un tissu conjonctif parcouru par un réseau de vaisseaux sanguins et de nerfs. Une fibre musculaire présente une striation remarquable responsable du raccourcissement de muscles. Deuxièmement, le muscle squelettique est innervé par un neurone moteur appelé motoneurone, donc qui est capable de réalisation de mouvements. La jonction entre le motoneurone et la fibre musculaire est une synapse neuromusculaire appelée une plaque motrice. C'est ce qu'on a déjà dit, la jonction neuromusculaire. Maintenant, on va passer à l'hygiène du système musculaire. Donc ces muscles sont parfois fragiles. S'il n'y a pas des comportements adéquats, donc il y aurait parfois des maladies ou des symptômes au niveau de ces organes. Il peut qu'il y ait des dysfonctionnements, donc ce qu'on appelle les quelques dangers menaçant la santé du système musculaire. Comme quoi, comme vous remarquez ici, donc il y a un problème au niveau du muscle, donc il y a des crampes au niveau du muscle, l'élongation qui se produit lorsque la limite d'élasticité du muscle est dépassée. Donc, rappelez-vous, chers élèves, on a déjà vu dans l'expérience, donc dans la séance précédente, lorsqu'on a entamé les propriétés, on a dit que l'élasticité est limitée. C'est-à-dire, si on essaye de subir un muscle à une élongation très forte, donc il pourrait qu'il y a des déchirures ou des lésions, chose que vous remarquez ici, mais donc qu'il y aura des l'élasticité du muscle est dépassée. Parfois sans lésion du muscle, donc il est caractérisé par une douleur vive dans le muscle. Ici, je vous présente quelques exemples de ces dangers qui peuvent affecter les muscles. Ici, il y a des claquages. L'exemple des crampes au niveau du muscle, où il y a parfois des déchirures, ruptures au niveau du tendon d'Achille, au niveau du pied. Donc tous ces symptômes, ce sont des exemples de dangers qui peuvent affecter le système musculaire. Mais on pose la question, quelles sont les mesures? Comment peut-on préserver la santé de notre système musculaire? Voilà, je vous présente ici une alimentation. Rappelez-vous, on a déjà vu dans le cours des fonctions de nutrition que les aliments sont de trois types. Une alimentation doit être équilibrée, c'est-à-dire couvrant tous les besoins. Ça veut dire, donc, il y a les besoins quantitatifs et qualitatifs. Donc, à savoir, ici, on a parlé des aliments protecteurs, énergétiques et bâtisseurs. Donc, une alimentation équilibrée permettant de préserver la santé du système musculaire. Ici, qu'est-ce que vous observez dans la photo? Donc, on parle aussi du sommeil. Donc, un bon sommeil, permet de préserver la santé de notre système musculaire. Aussi, on peut citer par autre mesure, la pratique du sport. Donc, un sport une pratique qui est régulière et adéquate dans des milieux non pollués permet aussi de préserver la santé de notre système musculaire. Donc, quelles sont ces mesures si on a déjà cité? Le bilan, le système musculaire est soumis à des dangers multiples liés au comportement et au mode de vie, entorse, claquage, des crampes. Pour préserver, pour éviter à ne pas tomber dans ces dangers, donc on a besoin de certaines mesures. Comme on a déjà cité, une alimentation équilibrée, des exercices physiques et un sommeil suffisant
permettant de préserver la santé du système musculaire. On va résumer en schéma bilan, chers élèves. On va essayer de résumer. Regardons ici, on a un muscle, donc au niveau du muscle, on a dit ici l'exemple de biceps, donc il y a un ensemble de faisceaux de fibres musculaires, c'est un faisceau de fibres musculaires. Ici, une fibre musculaire que vous voyez, il y a des noyaux, donc il est multinucléaire. Au niveau de ce muscle, qu'est-ce qu'on observe? Il y a une structure caractéristique, c'est ce qu'on appelle la jonction neuromusculaire, appelée plaque motrice, où il y a la liaison entre le nerf qui se termine par des terminaisons nerveuses et au niveau des fibres, des fibrilles musculaires, comme vous voyez ici, et qui assure la conduction des influx nerveux, des centres nerveux vers cet organe, permettant leur fonctionnement ou leur contraction. Aussi, on a parlé, un résumé sur quels sont les besoins d'un muscle. Rappelez-vous, on a dit qu'ils ont besoin de matière organique, du glucose et de l'oxygène pour assurer, donc fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement de cet organe. Aussi, on a noté qu'il y a une énergie, une partie utilisable et une partie non utilisable. Elle est perdue sous forme de chaleur. Et ce qui est rejeté, le dioxyde de carbone, elle est directement passe dans le sang et puis rejeté par les vaisseaux. Ici, on a parlé qu'il y a ce système peut être endommagé lorsqu'on est dans des comportements inadéquats, donc non convenables, où il y a parfois un manque d'échauffement, lorsqu'il n'y a pas d'échauffement avant de pratiquer le sport. Donc regardons ici le cas, par exemple, on a dit du claquage, les crampes ou les ruptures du tendon d'Achille. Donc ce sont quelques accidents. Ainsi, on a dit que pour éviter ces dangers, donc il faut une alimentation qui est équilibrée, une pratique de sport et aussi du sommeil. Au terme de ce cours, donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.